Je m'appelle Elaine Roberts, j'ai 60 ans et j'ai passé près de 29 ans dans cette entreprise. Je n'ai pas seulement travaillé pour eux à la construction. C'est le temps que je leur ai donné. Près de 3 décennies de loyauté, de dévouement et de présence avant le lever du soleil. Jamais en retard, jamais négligé. Et puis, 3 jours avant d'atteindre cette marque, ils m'ont licencié, sans avertissement. Pas d'explication, juste un courriel poli, un dossier et une réunion qui a duré exactement 6 minutes. J'ai sauté des anniversaires. J'ai travaillé pendant les vacances. J'ai couvert tout le monde. J'ai encadré des jeunes diplômés. J'ai réparé des dégâts qui n'étaient pas les miens. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai pas demandé grand-chose. Juste la promesse faite lorsque j'ai signé ce contrat à l'âge de 30 ans, à savoir que ma pension serait entièrement acquise. Me licencier était ma récompense pour une vie de travail. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents, que je signerais leur indemnité de licenciement, que je pleurerais dans le parking et que je disparaîtrais comme un fantôme. Mais je n'ai pas pleuré. Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai passé un coup de fil. Et cela a tout changé. Si vous avez déjà tout donné à un travail, années, loyauté, santé, et qu'on vous a jeté comme un numéro, je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas faible pour leur faire confiance. Et vous n'avez pas tort de vous sentir démoralisé lorsque cette confiance est rompue. Faites-moi savoir dans les commentaires si cette histoire vous touche de près ou si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là. Dites-moi d'où vous regardez, parce que des histoires comme celle-ci, elles sont silencieuses, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, et elles méritent d'être entendues. Les longues heures de travail, la pression constante ne me dérangeaient même pas. Cela faisait partie du travail. J'ai toujours été la personne discrète, celle qui s'occupait des choses en coulisses. Les gens me respectaient pour cela. Le responsable principal de la conformité. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était nécessaire. J'étais fière de mon travail. J'avais élevé seule 2 enfants après le décès de mon mari, Frank. J'avais appris à jongler entre la vie et le travail, en laissant souvent le premier de côté. Mais j'ai gardé la tête baissée, je ne me suis jamais plainte. Même quand j'avais mal, je continuais. Mes enfants avaient ce dont ils avaient besoin, même si je ne l'avais pas. Ma carrière était la seule constante de ma vie, et je m'en accommodais. Ma pension devait être totalement acquise dans 3 jours. 3 jours. J'avais travaillé toute ma vie pour ce moment, juste un peu plus de temps, et je pourrais enfin profiter des fruits de mon travail. Le voyage dans le Maine dont je rêvais depuis des années. Plus de rapports, plus de soirées tardives. Je pouvais respirer et être, tout simplement. J'étais méticuleux dans mon travail, presque obsessionnel. Chaque document était classé. Chaque irrégularité, aussi petite soit-elle, était consignée. Chaque courriel, chaque conversation, chaque détail était consigné. Non pas parce que je m'attendais à une trahison, mais parce que j'avais appris à mes dépens à être prudent. Dans ce métier, on ne sait jamais quand les choses se retournent contre soi, et je n'allais pas être prise au dépourvu. J'ai été négligée par beaucoup, mais j'ai toujours cru en l'intégrité. Je n'avais rien à cacher. Mon dossier était vierge, et j'en étais fière. C'est grâce à eux que j'ai gravi les échelons. Pas de raccourcis, pas de compromis. Je pensais que cela suffisait, mais je n'avais pas prévu que la chose même que je pensais protéger ma stabilité, la confiance, était sur le point d'être arrachée sous mes pieds. 3 jours avant que ma pension ne soit acquise, ils ont pris leur décision. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais tout faux. Tout a commencé avec l'arrivée de Brandon Clark. L'entreprise l'avait engagé dans le cadre de sa nouvelle initiative d'efficacité. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Ils l'ont présenté comme le type de personne capable de réduire les coûts et de rationaliser les opérations. Son curriculum vitae faisait état de solutions rapides en matière d'efficacité, de réduction des coûts et de modernisation des anciens systèmes. Dès qu'il est entré dans le bureau avec son sourire confiant, j'ai senti le changement. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de construire quelque chose de durable, mais d'élaguer ce qui ne correspondait pas à sa vision. Et cette vision, il ne s'agissait pas de stabilité à long terme.
Il s'agissait d'économiser de l'argent. Au début, ce n'était pas évident. Ce n'est jamais évident. Ce sont les petites choses, les gestes subtils, qui passent inaperçus. Brandon a introduit de nouvelles méthodes, de nouveaux outils qui ont simplifié les processus, ont-ils dit. Mais au cours du processus, j'ai commencé à remarquer quelque chose de troublant. La conformité était mise de côté. Des audits importants étaient retardés. Les rapports, qui étaient auparavant complets et opportuns, devenaient précipités, tièdes. Au début, j'ai fait part de mes inquiétudes en silence. Les notes de frais commençaient à me sembler erronées, des reçus manquants, des chiffres qui ne s'additionnaient pas. Certains projets affichaient des économies qui ne semblaient pas avoir de fondement réel. Des certifications censées être renouvelées étaient en quelque sorte oubliées dans la course aux objectifs trimestriels. J'ai signalé ces problèmes, je les ai soumis à la direction et j'ai tout documenté. Je n'allais pas laisser des raccourcis compromettre l'intégrité que j'avais mis toute ma carrière à construire. Mais les choses n'ont pas changé. En fait, plus je faisais part de mes préoccupations, plus on m'ignorait. Les courriels sont restés sans réponse. Les réunions étaient reprogrammées, souvent sans moi. J'ai commencé à remarquer que les gens, autrefois amicaux, devenaient distants. Ils souriaient lorsqu'ils passaient devant mon bureau, mais il y avait une certaine froideur derrière. Je ne faisais plus partie de la conversation, c'était comme si j'étais invisible à l'endroit même où j'avais passé près de 30 ans. Ce n'était pas seulement l'isolement, c'était le sentiment que quelque chose s'effaçait lentement. Mes rapports, ceux sur lesquels j'avais travaillé sans relâche, étaient là désormais enterrés sous des piles de paperasse. Les problèmes que j'avais signalés étaient traités, sans jamais être vraiment résolus. Il est devenu évident que la conformité était reléguée au second plan. Brandon était déterminé à faire en sorte que tout soit beau sur le papier, même si ce n'était pas le cas. Et moi, j'étais gelée. Avant, j'étais celle que tout le monde consultait lorsqu'il fallait vérifier quelque chose, faire une double vérification, lorsqu'il fallait avoir l'assurance que tout était en ordre. Mais aujourd'hui, mes conseils ne sont plus souhaités. Mon expertise dérangeait. Lorsque Brandon convoquait des réunions, je n'étais plus invitée à la table. Ce n'était pas flagrant. Personne ne m'a dit « Tu n'es plus dans le coup ». Mais je le sentais. Lentement, comme une marée remontant le long du rivage, j'ai été écartée du processus. J'ai commencé à me présenter au travail, et j'ai réalisé qu'on n'avait plus autant besoin de moi qu'auparavant. Ce sentiment, celui où l'on sait que l'on est remplacé, mais où personne ne veut le dire, pesait lourd dans ma poitrine. Il n'y avait pas que les chiffres. Ce n'était pas seulement les rapports. C'était la façon dont ils me traitaient, comme si je ne comptais plus. Et lorsque vous avez consacré près de 30 ans à quelque chose, lorsque vous vous êtes battu pour chaque centimètre de succès, être mis à l'écart est ressenti comme une trahison. Ce n'était pas seulement le travail qui était en danger, c'était tout ce autour de quoi j'avais construit ma vie. Mais ce n'est qu'avec ce dernier courriel, ce rapport final enfoui dans les archives, que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement mise à l'écart. J'étais victime d'un coup monté. C'est un vendredi après-midi que j'ai reçu l'appel, le bureau de Brandon. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée. L'atmosphère était différente, trop calme, trop silencieuse. Les RH étaient déjà là, assis comme des statues, les yeux rivés sur les documents qui se trouvaient devant eux. J'ai pris place en face de Brandon. Il a levé les yeux vers moi brièvement, mais son regard n'a pas rencontré le mien longtemps. Son sourire était crispé, professionnel, mais il y avait en lui une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. « Hélène, a-t-il commencé ? En raison d'une récente restructuration, votre poste est supprimé, avec effet immédiat. » Les mots étaient répétés, fluides. Ce n'était pas la première fois qu'il devait les prononcer. La pièce semblait plus petite. L'air était plus épais. Mon estomac a lâché, mais j'ai gardé une expression neutre, contrôlée. Le silence s'est prolongé pendant un moment, lorsque Brandon a fait glisser un dossier sur le bureau dans ma direction. Il avait l'air assez innocent,
juste un dossier, comme les centaines d'autres que j'avais manipulés au fil des ans. Et de poursuivre. Nous vous offrons une indemnité de départ, 3 mois de salaire, en échange de la renonciation à toute réclamation juridique future, bien sûr. J'ai baissé les yeux sur le dossier. 3 mois, c'est tout. Après presque 3 décennies de dévouement, de loyauté, c'était le prix qu'il mettait sur mon service. Ce n'est pas l'argent qui m'a frappé. C'est la froideur de sa voix, la façon dont il a présenté les choses. Je n'ai pas demandé plus. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas argumenté. J'ai toujours cru qu'il fallait faire les choses correctement, suivre les règles et rester calme. Mais là, ce n'était pas une erreur. Et la pension ? Ai-je demandé, tout en connaissant déjà la réponse. Malheureusement, les licenciements qui interviennent avant l'acquisition des droits ne sont pas éligibles, a-t-il répondu, en jetant un bref coup d'œil sur les documents qui se trouvaient devant lui. Je suis sûr que vous comprenez. J'ai acquiescé, même si je ne comprenais pas du tout. Ce n'était pas seulement la pension. C'était le timing, la précision. Il savait ce qu'il faisait. Il savait exactement quand tirer le tapis sous mes pieds, 3 jours avant que tout ce pourquoi j'avais travaillé ne soit enfin à moi. J'ai pris le dossier, je me suis levée et je suis sortie. Mes jambes étaient instables, même si mon cœur battait la chamade. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas montré d'émotion. Mais au fond de moi, au creux de mon estomac, je savais. Ce n'était pas un hasard. C'était calculé, froid, impitoyable. Et c'était personnel. Je suis rentrée chez moi, chaque kilomètre étant plus lourd que le précédent. Les rues qui me semblaient réconfortantes me paraissaient maintenant froides et distantes. Je me suis garée dans mon allée, et je suis restée un moment à regarder la porte d'entrée. Ce n'était pas comme ça que je l'avais imaginé. Ce n'était pas comme ça que j'avais planifié mes derniers jours dans l'entreprise. Mais je ne pouvais pas laisser la panique prendre le dessus. Ce n'était pas mon genre. Je devais réfléchir. Je suis entrée, j'ai enlevé mon manteau et je suis allée directement à la cuisine. La bouilloire sifflait lorsque je la remplissais d'eau, la routine de la préparation du thé me calmant, m'enracinant comme rien d'autre ne pouvait le faire. J'ai laissé l'eau bouillir pendant que je me tenais devant le comptoir, essayant de respirer. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas me mettre en colère. Il voulait en eau que je m'effondre, que je prenne une décision irréfléchie en désespoir de cause. C'était le jeu. Mais je ne suivais pas leurs règles. Une fois le thé préparé, je me suis assise à la table de la cuisine, le dossier devant moi. Je l'ai ouvert lentement, méthodiquement. Il contenait tout ce que je devais savoir sur leur plan pour me faire taire. L'indemnité de départ était claire. Elle correspondait à 3 mois de salaire en échange d'une renonciation à toute réclamation future. Ils avaient pas bien réfléchi. Ils voulaient que je signe et que je m'en aille discrètement, que je disparaisse sans rien d'autre qu'un chèque dans la main. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas prise en compte, je n'étais pas désespérée. J'ai fermé le dossier et je me suis levée, me dirigeant vers la pièce du fond. Dans un coin caché derrière une pile de photos de famille, se trouvait une petite boîte à clés ignifugée. Il avait toujours été là, hors de vue, mais jamais hors de l'esprit. Au cours des 10 dernières années, j'avais soigneusement rassemblé des dossiers, des documents, des courriels, des rapports, tout ce que j'avais signalé comme étant inhabituel ou, dans certains cas, carrément frauduleux. Ce n'est pas que je m'attendais à ce moment, mais quelque chose en moi me disait que je devais être prêt. Je savais qu'il ne fallait pas faire confiance à l'entreprise pour qu'elle joue toujours franc jeu. Il y a 4 ans, j'ai remarqué des divergences dans les paiements des fournisseurs. Ils ne s'additionnaient pas. Les chiffres ne correspondaient pas aux commandes. J'ai gardé des copies de tout, même si mes préoccupations ont été ignorées. Il y a 3 ans, des certifications de sécurité ont été post-datées pour respecter les délais. Je l'ai signalé, j'ai envoyé un mémo interne et rien ne s'est passé. Le problème était noyé sous des questions plus urgentes, m'ont-ils dit. J'ai tout sauvegardé. Chaque courriel, chaque document, chaque conversation. Ils ne pouvaient pas effacer ce que j'avais.
J'ai ouvert la boîte et j'en ai soigneusement extrait le contenu, organisé, chronologique et intact. État financier, contrat avec les fournisseurs, chaîne d'email, tout y était. Chaque pièce du puzzle que j'avais discrètement rassemblée au fil des ans. Puis, au fond de la boîte, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. La petite carte que j'avais rangée il y a des mois. L'inspecteur Alan Grayson. Il avait été enquêteur interne pour la société il y a des années, avant de partir travailler pour la Securities and Exchange Commission. Il avait toujours respecté mon travail, ma rigueur. Lorsque je l'ai aidé sur une affaire il y a quelques années, je n'imaginais pas qu'on en arriverait là, mais j'ai gardé son numéro, juste au cas où. J'ai regardé la carte pendant un moment, mes doigts effleurant le bord du papier. Je ne demandais pas une faveur. Je n'étais pas désespéré. Mais maintenant, je devais utiliser le seul allié qu'il me restait. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro. La ligne a sonné une fois, 2 fois, puis sa voix a retenti, chaude et régulière. « Hélène ?»« Alan, c'est moi, » dis-je en gardant ma voix calme, bien que je sente le poids de ce que je m'apprête à demander. « J'ai besoin de ton aide. » La conversation a d'abord été calme, presque professionnelle. Je n'avais pas besoin d'expliquer tout en détail. Alan me connaissait. Il connaissait mon travail. Il n'a pas posé de questions, n'a pas exprimé de sympathie. Il a simplement écouté pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Les divergences, le licenciement soudain, le moment de la retraite. Il est resté silencieux pendant tout ce temps, analysant chaque mot. « Je pense que c'est plus important que toi, Hélène, » dit finalement Alan. « Il faut qu'on parle. Rencontrez-moi demain. Vous avez plus qu'un licenciement abusif sur les bras. » J'ai posé le téléphone, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'obtenir ma pension. Il s'agissait d'exposer quelque chose de bien plus dangereux. Et cette fois, ce n'est pas moi qui serai réduit au silence. Alan a écouté attentivement chaque mot, son silence à l'autre bout de la ligne en disant long. Je pouvais presque entendre les roues tourner dans son esprit tandis qu'il analysait ce que j'avais partagé. Les divergences dans les paiements des fournisseurs, les audits de sécurité ignorés, les pratiques financières douteuses qui avaient été enfouies sous des couches de bureaucratie. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, ai-je dit, la voix posée malgré le poids du moment. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Après une longue pause, Alan reprend la parole, la voix plus grave que je ne l'avais jamais entendue. « Hélène, il ne s'agit pas seulement d'un licenciement abusif. Cela ressemble à de la fraude, une vraie fraude, de niveau fédéral. » Un frisson me parcourut, mais je me stabilisai. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Cela n'a jamais été le cas. « Je vais demander à quelques personnes de l'examiner, » poursuit Alan. « Mais je veux que vous rencontriez les responsables de la SEC lundi. Je suis en train de l'organiser. » La prise de conscience a été brutale. La SEC. J'en avais entendu parler, j'avais lu des articles sur leurs affaires dans les journaux et j'avais écouté des collègues plaisanter sur leurs enquêtes. Mais être impliqué avec eux, avoir l'attention d'enquêteurs fédéraux, c'était tout à fait autre chose. « Merci, Alan, » ai-je dit, sentant la première lueur d'espoir. « Je serai là. » Il m'a donné les détails de la réunion et a raccroché, me laissant avec un sentiment d'utilité que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Les jours suivants ont été une succession d'organisations tranquilles. J'ai passé le week-end à préparer la documentation pour chaque courriel, chaque rapport, chaque élément de preuve que j'avais recueilli au cours des dernières années. La boîte que j'avais enfermée était désormais mon bien le plus précieux. J'ai fait 3 séries de copies, une pour la SEC, une pour mon avocat et une pour moi-même. Les documents étaient soigneusement rangés, organisés par date, classés par type, financier, conformité, juridique. Il ne s'agissait pas seulement de la paperasse, mais aussi de s'assurer que personne ne pourrait nier les schémas que j'avais découverts. Pendant le week-end, j'ai ignoré le nombre croissant d'appels manqués sur mon téléphone. Asher a appelé 1 fois, 2 fois, peut-être plus. Le nom de Brandon s'est affiché sur mon écran tard dans la nuit de samedi à dimanche. Il a laissé un message. «
quelque chose à propos d'un accord plus doux si je signais l'indemnité de licenciement avant dimanche soir. Il était doux. Il m'a donné l'impression que c'était si facile, si inoffensif. Il m'a promis une meilleure offre, plus d'argent si je laissais tomber, si je renonçais à mes droits. Mais je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai répondu à rien. Plus Brandon insistait, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'argent. Ce n'était pas une question d'indemnité de départ. Il s'agissait de me faire taire, de m'éclipser, de disparaître dans l'ombre comme si je n'étais qu'un numéro comme les autres. Mais je ne serais pas cette personne. Je ne le serai plus. Au lieu de cela, j'ai gardé le cap. J'avais un plan. Un vrai plan. Le lundi approchait, et je n'allais pas laisser quoi que ce soit le faire dérailler. Brandon pouvait continuer à appeler, et Asher pouvait continuer à essayer d'arranger les choses. J'en avais fini avec leur jeu. J'avais quelque chose de bien plus puissant au bout de mes doigts, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas m'enlever, et j'allais l'utiliser. Le lundi matin est arrivé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Je me suis habillée avec soin, le poids de la mallette étant plus lourd que d'habitude lorsque j'ai franchi la porte. Je n'ai pas hésité, je ne me suis pas posé de questions. J'avais déjà pris ma décision et il était temps d'en assumer les conséquences. Le bâtiment fédéral était une structure imposante, froide et imposante. Mais lorsque je suis entrée à l'intérieur, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je me dirigeais vers les bureaux de la SEC. L'agent de sécurité a à peine levé les yeux et je l'ai salué d'un signe de tête en passant, le bourdonnement bas des conversations silencieuses emplissant l'air. Je suis entrée dans la salle de réunion, mes talons claquant sur le sol poli. Alan était déjà là, attendant avec quelques autres fonctionnaires de la CEC qui avaient été informés de mon dossier. Ils m'ont regardé avec un mélange de curiosité et de respect tranquille, mais je ne me suis pas laissé influencer. Je savais ce qu'ils pensaient. S'agissait-il d'un autre employé mécontent? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus important? J'ai posé la mallette et, lorsque j'ai commencé à présenter les documents, leurs réactions ont changé. Les premières pages, les courriels détaillant les divergences, les états financiers, les rapports antidatés, tout cela les a fait hausser les sourcils. La salle est devenue plus silencieuse. L'une des fonctionnaires, une femme d'une 40aine d'années, a levé les yeux et secoué la tête, presque incrédule. « C'est la piste de fraude la plus nette que nous ayons vue depuis 1 an, a-t-elle marmonné, ses yeux parcourant à nouveau la page. Les autres ont acquiescé. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Je suis restée concentrée, méthodique. Le schéma était indéniable. Il n'y avait pas que Brandon. Les irrégularités avaient commencé avant même son arrivée. Plus il creusait, plus il devenait évident que l'affaire dépassait le cadre d'une seule personne, de quelques mauvaises décisions. La fraude était systématique. Et cela durait depuis des années. Des noms ont commencé à apparaître, des noms auxquels je ne m'attendais pas. 2 membres du conseil d'administration étaient impliqués. Un ancien vice-président des finances. Le calendrier s'alignait sur les principales présentations aux investisseurs, celles qui avaient fait paraître l'entreprise plus performante qu'elle ne l'était en réalité. Il y avait des communiqués de presse, des rapports annuels et des résultats trimestriels qui ne correspondaient pas aux chiffres réels. Tout était là, étalé devant eux. Alan se penche en avant, la voix basse mais pressante. « Hélène, c'est plus grave que vous ne le pensez. Et si ce que tu dis est vrai à propos de la date de ta pension ?» Il a fait une pause, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. C'était un coup monté. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient tout planifié. J'ai senti une tension dans ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. Il ne s'agissait pas d'une simple affaire de licenciement abusif. Il ne s'agissait pas d'une promotion manquée ou d'un mauvais patron. C'était calculé, délibéré. Et si Alan avait raison, cela n'affecterait pas seulement Brandon. Cela allait ébranler les fondations de l'entreprise. Je n'ai pas quitté des yeux les documents que j'avais sous les yeux, sachant que ce n'était que le début. Ils n'enquêtaient plus seulement sur des écarts financiers,
mais sur une culture de la corruption qui n'avait pas été contrôlée pendant des années. Et maintenant, il était temps que tout s'écroule. Le mardi matin est arrivé avec une tension que j'ai sentie avant même d'ouvrir les yeux. L'entreprise avait déjà reçu la notification de la SEC. Une enquête formelle avait été ouverte et il n'était plus possible de revenir en arrière. Ce n'est pas seulement le poids de la nouvelle qui m'a frappé, c'est l'effet d'entraînement. Dès que l'enquête a été officialisée, la panique s'est emparée des coulisses. Les courriels, les réunions, le changement soudain de ton, c'était comme si tout le monde avait retenu son souffle, attendant ce moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils agissent calmement, mais je n'avais certainement pas anticipé la suite. L'après-midi même, j'ai reçu un courriel des RH. Au début, je n'ai pas su quoi en penser. L'objet du message disait simplement « Examen de votre licenciement ». Mon cœur s'est serré lorsque je l'ai ouvert, sachant exactement ce que cela signifiait. Ils étaient en train de se démener. Ce qui avait été une décision claire il y a quelques jours à peine était maintenant réexaminé. Ils sentaient la pression monter. Les murs se rapprochaient. Mercredi, les choses se sont répétées. L'entreprise s'est efforcée de ne pas dévoiler les détails de l'enquête, mais dès que la nouvelle a été rendue publique, les choses ont changé. Une source anonyme, quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise, avait divulgué l'histoire à quelques médias économiques. Les titres ont déferlé comme une vague. Une entreprise fait l'objet d'une enquête pour malversation financière et un ancien responsable de la conformité tire la sonnette d'alarme. Je ne l'ai pas fait fuir. Je n'en avais pas besoin. La vérité a éclaté et les retombées ont été rapides. Le navire, autrefois étanche, a commencé à se fracturer, chaque nouvel article, chaque nouvelle accusation, ébréchant son extérieur poli. Le vendredi, l'entreprise m'a invité à une réunion amicale pour discuter de la situation. Elle essayait de me faire revenir, de me donner l'impression qu'elle contrôlait encore la situation, qu'elle pouvait la résoudre par une conversation calme. Mais leurs excuses, leurs offres, leurs assurances ne m'intéressaient pas. J'ai refusé. Mon avocat s'occuperait de toutes les communications ultérieures. Je ne jouais plus leur jeu. Le week-end suivant, j'ai commencé à voir mon nom apparaître plus fréquemment dans les forums d'affaires, dans des cercles professionnels que je n'avais pas fréquentés depuis des années. Hélène Roberts, une ancienne responsable de la conformité, dénonce la fraude dans l'entreprise. C'était surréaliste de voir ma vie se dérouler en temps réel sur des écrans que j'avais autrefois ignorés. J'avais passé des années dans l'ombre, à travailler derrière des portes closes, et maintenant les projecteurs étaient braqués sur moi. J'ai remarqué que Brandon avait été mis en congé. Son nom n'apparaissait pas dans les courriels, les réunions, le chaos qui avait suivi. Au lieu de cela, il m'a envoyé un courriel directement, son message dégoulinant d'un mélange d'amertume et de défaite. « J'espère que tu es heureux. » Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Il n'y avait rien à expliquer. La vérité était déjà là. Au fur et à mesure que le week-end passait, je sentais le poids de tout cela, les années de silence, les années de travail de conformité, les années passées à tout maintenir ensemble. Mais maintenant, ce n'était plus moi qui devais empêcher que tout ne s'effiloche. Maintenant, c'était leur tour. Dans les jours qui ont suivi, les retombées de l'enquête de la SEC ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. L'entreprise, autrefois si sûre de son contrôle, semblait désormais vulnérable. Le premier signe de difficulté est apparu lorsque 2 membres du conseil d'administration ont discrètement démissionné pour des raisons personnelles. Leurs noms ont à peine été mentionnés dans les communiqués de presse, mais il était clair qu'ils quittaient le navire avant que la tempête ne frappe. Puis, l'inévitable s'est produit. Brandon a été officiellement licencié la semaine suivante. La rupture n'a pas été nette pour autant. Le conseil d'administration a présenté des excuses publiques, tentant ainsi de sauver ce qui restait de sa réputation. Il a parlé d'un faux pas et a promis d'apporter des changements. Mais les excuses sont arrivées trop tard. Le mal était fait. Les investisseurs qui s'étaient empressés de soutenir l'entreprise ont commencé à se retirer. En quelques jours,
la valeur de l'action s'est effondrée. L'appel de mon avocat est arrivé alors que je commençais à prendre conscience de l'ampleur de la situation. L'entreprise essayait de faire amende honorable en proposant un accord formel. Réintégration, arriéré de salaire et pension complète. Les conditions étaient généreuses, mais je n'en avais pas besoin. Ils pouvaient m'offrir tout ce qui m'avait été refusé, mais ils ne pouvaient pas réparer les dommages qu'ils avaient causés à ma carrière et à ma confiance. J'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai accepté un poste au sein de la SEC que je n'avais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous. Un rôle de conseiller en matière de conformité, supervisant l'entreprise même qui m'avait mise à l'écart. Je me sentais presque poétique, sachant que je serais désormais dans une position de pouvoir, examinant et enquêtant sur les mêmes systèmes et pratiques qui m'avaient autrefois trahi. Par un étrange coup du sort, c'est moi qui avais les cartes en main. L'entreprise qui avait tenté de me faire taire, qui avait cru pouvoir contrôler mon avenir, était désormais soumise à mon contrôle. La satisfaction ne résidait pas dans le salaire, la position ou le pouvoir, mais dans le fait de savoir que justice avait été rendue, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à regarder depuis la ligne de touche. C'est moi qui ai pris les décisions. Et ça m'a fait du bien. Vraiment bien. 6 mois se sont écoulés depuis que tout a changé. Depuis l'enquête, la chute de l'entreprise et le nouveau chapitre dans lequel je suis entrée sans crier gare. Aujourd'hui, ma vie est plus calme, plus paisible. Je travaillais à temps partiel dans mon rôle de conseillère, aidant les jeunes professionnels à naviguer dans le monde de la conformité. Je les encadrais avec un sentiment d'utilité, sachant que je transmettais les leçons que j'avais apprises au cours de décennies passées à naviguer dans le paysage de l'entreprise de la bonne manière. Ma fille Rachel me rendait souvent visite depuis qu'elle vivait plus près de chez moi. Le week-end dernier, elle avait amené les enfants avec elle, et la maison était pleine de vie. La cuisine autrefois terne et démodée avait été entièrement refaite. Je l'ai conçue moi-même, ce que j'avais toujours rêvé de faire sans jamais en avoir le temps. Les plans de travail brillaient sous la lumière tamisée et l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four embaumait l'air. Mes petits-enfants riaient, en aidant maladroitement à rouler la pâte. C'était simple, c'était joyeux, et c'était à moi. C'était tout ce que j'avais cherché à obtenir pendant toutes ces années, la paix, le contentement et la famille. Je n'avais plus besoin d'être sous les feux de la rampe. Je n'avais plus besoin qu'on me regarde ou qu'on me félicite. Ce genre d'attention n'a jamais été ce que je recherchais. Au début, quand j'avais l'impression de me battre, je pensais que j'avais besoin d'une victoire pour me sentir complète. Mais alors que je me tenais là, à regarder Rachel guider les enfants dans la préparation de leur première fournée de biscuits, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin de garder rancune ou d'étaler mon triomphe. Ce qui importait, c'était que la vérité ait été révélée, que justice ait été rendue, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui avaient été ignorés, réduits au silence ou mis à l'écart. Je ne me battais pas pour être un héros. Je voulais simplement que la vérité compte. Et maintenant, c'est le cas. L'entreprise s'est effondrée sous son propre poids. Brandon et les membres du conseil d'administration qui pensaient pouvoir déjouer le système étaient désormais introuvables. Ce n'est pas la révélation de leurs méfaits qui m'a apporté la paix, mais le fait de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait, même lorsque cela me semblait impossible. J'ai tenu bon. Et ce faisant, j'ai créé quelque chose de meilleur pour moi. Lorsque Rachel m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, avec les enfants qui riaient en arrière-plan, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Le poids du passé avait disparu. Ce qui comptait maintenant, c'était le présent, les moments simples, les petites victoires, et la certitude que, malgré tout, j'étais restée fidèle à ce que j'étais. C'était ma victoire, et je me suis rendu compte que c'était suffisant. Il est arrivé un mercredi après-midi dans une simple boîte marron, le genre de boîte que l'on reçoit lorsqu'on n'attend rien d'autre que de la paperasserie. L'adresse était celle, familière, du siège de la compagnie. Mais je ne m'attendais pas à entendre parler d'eux à nouveau, pas après tout ce qui s'était passé. Je n'avais pas pensé à eux depuis des semaines.
trop occupée par ma nouvelle vie. Pourtant, la lettre était là, posée sur la table de la cuisine lorsque je suis rentrée du travail. J'ai ouvert la boîte, curieux mais pas inquiet. À l'intérieur, il y avait une plaque brillante, polie et soigneusement gravée. 29 years of service. Thank you for your dedication. 29 ans de service. Merci pour votre dévouement. Pas de note, pas de message personnel, juste la plaque, qui brillait devant moi comme une sorte de gage creux. Ce n'était même pas une surprise. Je savais déjà qu'il s'agissait d'une opération de relations publiques, une dernière tentative pour redorer leur blason, pour essayer de sauver la face après que tout ait été révélé. Ils espéraient probablement que cela témoignerait de leur gratitude, qu'ils continuaient à honorer mes années de service d'une manière peu enthousiaste. Je n'avais pas besoin d'une plaque. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. J'avais déjà tourné la page. Mais en la tenant dans mes mains, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un petit sourire, presque amusé. Ils ne m'ont rien donné quand ils m'ont licencié, quand ils m'ont mis de côté sans état d'âme. Mais maintenant, après tout, je me suis rendu compte d'une chose. Ils m'avaient tout donné, en me sous-estimant. J'ai placé la plaque sur une étagère au fond de mon placard. Ce n'était pas la place qu'elle méritait, mais ce n'était pas la plaque qui comptait. Ce qui comptait, c'était le voyage, le chemin parcouru. La porte du placard se referma doucement, le poids du moment s'installant. Je n'avais plus besoin d'eux pour tourner la page. Je l'avais déjà trouvé à ma façon, dans la vie que je construisais et les leçons que j'avais apprises. En me détournant du placard, j'ai réfléchi un instant. Ils m'ont licencié 3 jours avant ma pension. Mais au lieu de craquer, au lieu d'abandonner, j'ai passé un coup de fil. C'est tout ce qu'il fallait. Et cet appel a tout changé. Si vous avez déjà été sous-estimé par un patron, une entreprise ou un système, j'espère que mon histoire vous a rappelé que le silence n'est pas l'abandon. J'espère que mon histoire vous a rappelé que le silence n'est pas une capitulation. Et faire ce qu'il faut, c'est le pouvoir. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si cette histoire vous a fait penser à quelque chose que vous avez vécu. Et partagez-la avec quelqu'un qui est encore assis sur sa propre boîte de reçus. Parce que parfois, il suffit d'un coup de fil et de la vérité.